Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, petite vidéo principalement pour les nouveaux de la chaîne, mais aussi pour les anciens ou pour ceux qui auraient peut-être loupé mes vidéos fondamentales. Petite vidéo pour vous parler de ma plus grande découverte, qui est aussi la plus grande découverte en évolution, en sociologie que l'homme ait faite. Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est simplement par pragmatisme. Vous avez vu que je suis capable de prévoir à 4 ou 5 ans près les prix Nobel, puisque j'avais annoncé le prix Nobel de Svante Pääbo. C'était pas difficile, il était génial. Donc, d'un autre côté, je le suis aussi. Alors, ce n'est absolument pas, comme on dit en français, avoir les chevilles qui enflent, c'est simplement avoir un regard objectif sur soi-même. Être capable de voir où sont ses qualités, où sont ses défauts, et où on est brillant et où on ne l'est pas. Alors, je fais cette vidéo justement pour vous parler de la plus grande découverte, de la découverte qui vous permet de comprendre quelle fut la pierre de fondation de l'humanité et pourquoi l'homme est l'homme et pourquoi et qu'est-ce qui a enclenché, pourquoi il y a eu cet enclenchement de ce développement phénoménal du cerveau humain qui a donné notre humanité si particulière et si technologique. L'humanité, si particulière dans le règne animal, cette société humaine si particulière dans le règne animal, qui a pris le contrôle de la vie sur Terre, qui est capable de la modifier, qui est capable de transformer d'une façon fantastique, mais aussi terrifiante son environnement, et qui est capable maintenant de programmer une colonisation et en tout cas une découverte de l'espace en dehors de la Terre. Alors même si nous ne partons pas dans des voyages interplanétaires avec des êtres humains, nous y envoyons nos véhicules que nous commandons d'une façon intelligente par notre propre volonté. Donc, qu'est-ce qui a enclenché cette hyper-technologie humaine et ce développement en volume du cerveau? Et vous allez comprendre que c'est quelque chose de relativement simple et que le trouver pouvait paraître compliqué, mais en vérité, la montagne était en face de nous et on ne la voyait pas. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait cette découverte un jour que j'étais en Hongrie, à la piscine, où j'ai vu un gars arriver avec un t-shirt avec écrit devant lui Jövök et derrière lui Mediek. Jövök qui veut dire je viens en hongrois et Mediek qui veut dire je vais. Donc on le voyait arriver avec écrit je viens et on le voyait passer après, quand il passait devant toi, on suivait du regard, il y avait écrit je vais derrière lui. Et ça fait tilt et j'ai compris, mais bien sûr, Eureka, c'est ça, l'homme, c'est les notions de temps verbalisées. C'est la capacité de dire je vais et de dire je viens, donc de parler du futur et de parler du passé. Nous sommes, avec l'éléphant, comme je l'ai expliqué, les seuls êtres capables de communiquer sur des notions de temps dans notre langage. Et c'est ça qui fait l'homme, et vous allez comprendre que c'est ça qui est la pierre de fondation de l'humanité, et c'est sur cette pierre que s'est bâtie notre humanité, et c'est sur cela qu'elle va continuer à se répandre dans le temps et l'espace. Voilà. Alors je vous ai écrit un petit texte, un vieux texte, mais qu'il est intéressant de relire chaque fois. Alors j'ai fait beaucoup d'approfondissements puisque ce texte fait partie de centaines de textes où on explique les causes physiques du redressement humain et on approfondit sur le langage, et vous allez comprendre que l'homme, c'est le langage complexe avec des notions de temps et des compressions de données en mots. Donc je vais vous lire ce petit texte qui, je l'espère, est un texte qui vous fera comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes ainsi et où nous allons
grâce au verbe. Voilà. Alors, ce texte s'appelle quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure? Si le cerveau humain s'est développé d'une façon phénoménale en volume, c'est juste qu'il en a eu la possibilité. Pendant des millions d'années, le développement en volume du cerveau de nos ancêtres s'est fait d'une façon relativement lente. Mais tout s'est accéléré ces 3 derniers millions d'années. Quel phénomène exceptionnel a entraîné le développement de notre cerveau? Certains diront que c'est l'entrée en savane et le changement radical de nourriture induit par ce changement de milieu qui força nos ancêtres à se rabattre sur une alimentation plus carnée, apportant les nutriments nécessaires au développement d'un gros cerveau. Mais même si les protéines et les graisses animales permettent d'apporter les briques moléculaires pour développer un gros cerveau, ce n'est pas la raison principale. Car si c'était le cas, les lions ou d'autres gros carnivores auraient avant nous envoyé des fusées dans l'espace. De même, le fait d'être capable d'utiliser des objets comme prolongement du corps pour réaliser des activités de survie, c'est-à-dire utiliser des outils, aurait concouru au développement de notre cerveau. L'outil a bien sûr participé au développement du cerveau humain, mais d'une façon secondaire, car beaucoup d'animaux en utilisent sans pour autant développer un cerveau aussi volumineux que celui de l'homme. La cause du développement du cerveau humain en volume et en complexité est bien plus simple à comprendre et découle directement de l'apparition d'un outil dans la vie des hommes qui a rendu les mutations génétiques entraînant une prolifération de neurones enfin utiles. Car bien que le cerveau soit évidemment essentiel à la survie, le cerveau n'en demeure pas moins un consommateur d'énergie important. Et un gros cerveau, qui s'il n'a pas d'utilité précise, est une perte énergétique brute pour l'individu, donc un désavantage pour sa survie. Qu'est-ce qui a donc donné à notre espèce un avantage dans la conservation des individus ayant des mutations entraînant la prolifération de neurones? Tout simplement, l'apparition d'un nouvel outil permettant, malgré la consommation calorique que cela entraînait, d'optimiser cette prolifération neuronale. Et ce nouvel outil était le langage complexe avec l'apparition des notions de temps et la compression de données en mots qui permirent au gros cerveau de devenir l'arme et l'outil le plus efficace pour conquérir le monde et le transformer et l'asservir. Sans le langage complexe humain, un gros cerveau, avec une grosse mémoire stockée dans un vaste réseau de neurones interconnectés, est complètement inutile. Stocker une quantité énorme de souvenirs dans un gros encéphale, souvenirs qui sont des informations perçues par nos sens et correspondant à des neurones stimulés simultanément par nos sens et ayant généré des connexions neuronales qui relient ces groupes de neurones et qui se réactiveront simultanément à des simulations sensorielles semblables, n'a pas d'utilité, car cette mémoire sans langage complexe ne peut pas être utilisée rapidement et devient donc complètement inefficace par la lenteur pour réagir à des situations de survie, qu'elles soient dans la quête calorique comme la prédation ou pour réagir à un danger imminent. En effet, face à une opportunité ou un danger, il est bon d'agir rapidement. Et une grosse mémoire sans compression de données en mots et en notions de temps pour aller chercher ces données dans un passé mémorisé, les analyser et les projeter dans un futur conceptualisé est trop lourd à gérer et totalement inefficace par la lenteur de l'analyse produite. Imaginez qu'un lion surgisse devant vous. Si vous réfléchissez trop lentement à ce que vous allez faire, vous êtes mort. Et pensez à votre situation dangereuse en essayant de l'analyser si vous n'avez pas de langage complexe, c'est-à-dire des mots et des notions de temps, est impossible à effectuer rapidement. Pensez au lion sous sa forme, avec sa forme, sa couleur, son odeur et les sons qu'il produit, en réfléchissant à cela avec toutes les sensations pour gérer le danger et trouver la meilleure solution pour survivre est un processus bien trop long pour être efficace. Et sans ce langage complexe humain, la meilleure façon de survivre et agir rapidement, c'est le réflexe conditionné.
c'est-à-dire la capacité de réagir automatiquement à un stress en ayant auparavant mémorisé des actions vécues et en les reproduisant en réaction automatique lors de confrontation à des situations similaires. C'est ainsi que sans langage complexe, le réflexe conditionné est ce qu'il y a de plus efficace pour réagir rapidement à un danger ou une opportunité. Imaginons que vous ayez été confronté à un lion sous stress. Vous avez eu un petit moment de flottement, puis vous vous êtes baissé dans les herbes et vous avez couru le plus rapidement possible pour vous réfugier dans l'arbre le plus proche. Ayant survécu à cette confrontation dangereuse, et grâce au stress qui va générer par un processus chimique un épaississement des connexions synaptiques entre les neurones stimulés pendant cet événement, vous allez ancrer ce souvenir dans votre mémoire et permettre, en cas de situation similaire, de réagir automatiquement de la même façon. Mais, cette fois-ci, plus rapidement encore, sans temps de flottement, car l'information électrochimique de réaction cheminera plus vite dans un réseau synaptique épaissi par l'expérience précédente. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Mais, au cours de l'évolution humaine, le réflexe conditionné, même s'il garde des avantages dans de nombreuses situations humaines, a été détrôné par le langage complexe permettant l'analyse par la parole, d'où découlent les actions réfléchies et choisies en toute conscience. Cette nouvelle façon de réagir au milieu a été déclenchée par la découverte fortuite d'outils de communication qui ont révolutionné l'évolution humaine. Le premier outil qui transforma un singe bipède en un être humain fut l'introduction des notions de temps dans le langage. Cet outil linguistique, qui fit l'homme, est consécutif à la bipédie et à notre entrée en savane. Dans ces vastes plaines herbeuses, les membres supérieurs libérés de la locomotion peuvent servir à tenir des outils pour frapper ou lancer, mais le plus souvent par le pointage, c'est-à-dire montrer avec le doigt tendu, servir à indiquer le sujet de notre attention, mais aussi indiquer d'où nous venons et où nous allons, indiquer la flèche du temps, indiquer d'où je viens en montrant derrière soi, c'est-à-dire indiquer le passé, et indiquer où je vais en montrant devant soi, c'est-à-dire indiquer le futur. Le singe bipède était devenu l'homme, un être capable de communiquer par les gestes des notions de temps. Et il ne lui restait plus qu'à rajouter des sons sur ces gestes, et plus tard, enlever les gestes. Et l'homme se retrouvait avec des notions de temps dans son langage parlé, lui permettant de parler du passé et par cela d'épaissir les connexions synaptiques correspondant à des souvenirs et ainsi d'ancrer dans sa mémoire, d'ancrer sa mémoire dans son cortex pour mieux la stocker et l'utiliser. Et surtout de parler de l'avenir, permettant en groupe d'organiser des actions futures complexes en vue de maîtriser et conquérir le monde. L'homme historique était né. Parlons du passé pour ancrer dans son cerveau l'histoire du groupe, qui est un répertoire d'actions correspondant à des situations salvatrices, et parlant du futur, pour, en groupe, maîtriser et conquérir l'univers par l'action réfléchie, organisée et préméditée. L'acquisition de ces outils linguistiques extraordinaires, qui correspondaient au départ à des sons très basiques, permettant de s'extirper du présent, de l'ici maintenant, pour basculer dans le passé ou le futur par la projection mentale, rendit la mémoire utile et enclencha la conservation des mutations accélérant la prolifération neuronale. C'est à partir de ce moment que le cerveau se mit à grossir, car il pouvait utilement stocker de la mémoire. Parallèlement, l'homme maîtrisant les notions de temps, il était utile à celui-ci de stocker un maximum de données pour pouvoir les utiliser par l'analyse dans la conquête du monde. C'est ainsi que le vocabulaire se développa. Vocabulaire qui correspond à des compressions de données en sons que l'on appelle des mots. Mots qui correspondent à des choses et des concepts ressentis. Grâce aux mots, il n'était plus besoin de penser en permanence le monde en sensations et en émotions, utilisant trop de neurones et d'énergie, et véhiculant trop lentement une information trop lourde. Il n'y avait plus, en cas de danger, à penser lion avec tous ses sens, c'est-à-dire à la forme, à la couleur du lion, au son qu'il produit, à l'odeur qu'il dégage, à sa consistance. Bien trop de données ralentissant la réflexion. L'homme n'avait qu'à penser lion
le son symbolique correspondant à toutes les données pour conceptualiser l'animal sans en approfondir sa représentation sensorielle et émotionnelle. Un seul son pour remplacer une énorme somme d'informations sensorielles. La compression d'une grande quantité de données dans une seule vibration sonore. Le mot permis à l'homme d'accélérer sa réflexion face au danger ou à l'opportunité, rendant l'analyse de la situation par le langage enfin utile. L'homme confronté à un lion pouvait fuir en réflexe conditionné, ou mieux encore, analyser rapidement dans sa tête par le langage complexe la situation et choisir en toute conscience la solution qui lui paraissait la meilleure, déroutant par là les prédateurs habitués à des proies aux réactions stéréotypées, ou les proies habituées aux prédateurs aux réactions programmées. L'homme, par l'analyse rapide donnée par la compression de données en mots et par le maniement de notions de temps lui permettant d'anticiper, devint un prédateur et une proie imprévisible, capable d'analyser et d'anticiper ses actions de fuite et d'attaque, et non pas seulement de réagir d'une façon réflexe. Le langage complexe permit à l'homme de devenir le super prédateur qui allait maîtriser la nature et la transformer pour la plier à ses désirs et à sa volonté de puissance. C'est ainsi que, doté des notions de temps, permettant de jongler avec des mots qui sont la compression de sons en sons de données sensorielles lourdes, correspondant à des choses et des concepts, une grosse mémoire devint enfin utile, car l'homme pouvait enfin analyser et penser rapidement pour réagir à ce qu'il percevait du monde par ses sens. À partir de ce moment-là, toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives, augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau. Et chaque perfectionnement de langage, chaque trouvaille linguistique découverte fortuitement au cours des conversations du groupe et qui facilitait la communication des individus et le maniement d'informations rendait le développement en volume du cerveau de plus en plus utile. Si le cerveau humain a explosé en volume, c'est donc juste en réaction à des découvertes linguistiques fortuites qui, au cours de l'évolution humaine, se sont succédées, entraînant du même coup à chaque progression technique du langage par réaction un développement du cerveau en volume et en complexité. Voilà, alors c'est un peu résumé bien sûr, mais c'est ce qui s'est passé. Quand je vous le dis, ça paraît simple, mais c'est la plus grosse découverte, on va dire, sur l'évolution humaine, c'était en face de nous. Ils ne l'ont pas vu, Delavier l'a expliqué, parce que je suis anatomiste et je suis un dessinateur, donc je suis un observateur, hein. J'ai un très haut QI, mais un QI qui est très haut sur certains domaines. Hein. J'ai pas loin de 150, mais il y a des zones où je suis nul. Hein. Au niveau mathématique, il n'y a pas. C'est pas mauvais, mais il n'y a pas. Donc je compense par l'observation, l'analyse. C'est pour ça que je découvre des choses qui sont d'une grande profondeur. Donc c'est ainsi que l'homme est devenu l'homme. Et on peut même aller plus loin. Mon livre, L'éveil des consciences, là vous allez avoir l'éveil 2, hein. Mon livre en parle, hein, sur 100 pages ou 150 pages. Hein. Après on étudie les comportements humains, hommes-femmes, mais ce langage humain, avec ses compressions de données, a permis un développement de cerveau et une analyse encore plus profonde. Hein. Ce n'est pas uniquement se parler dans la tête, le cerveau humain, donc penser vite. Hein. Les éléphants, eux, n'ont pas besoin d'autant de mots, même s'ils maîtrisent les notions de temps dans la communication. Et en plus, ils peuvent géolocaliser, hein, par les infrasons qu'ils reçoivent par les pattes jusqu'aux oreilles. Hein. Mais ils n'ont pas besoin de parler aussi vite et de penser aussi vite que l'homme, d'analyser aussi, parce qu'ils n'ont pas de super prédateurs ou de prédateurs qui risquent de les détruire. Ils peuvent penser lentement, même s'ils pensent profondément, ils n'ont pas besoin d'être technologiques, mais ils maîtrisent ces notions de temps qui donnent accès aussi à la spiritualité. Mais ces notions de temps et ces compressions de données en mots permettent l'analyse. L'analyse, c'est parler dans sa tête, hein, c'est thèse, antithèse, c'est, je dis, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite. Ces notions de temps et ces mots ont permis de créer un cerveau humain extrêmement différent du cerveau des autres mammifères, puisque en plus, c'est un cerveau qui fonctionne sur la multipersonnalité, puisque les individus vont créer des réservoirs d'individus
en eux, en se racontant des histoires. Harry l'avait bien expliqué, sans en comprendre la cause première, qui était les notions de temps. Moi, je reviens tout le temps à la base, je suis très mécanicien, puisque mon boulot, c'est l'anatomie, à la base. Donc, je suis un anatomiste, un mécanicien, un architecte de la compréhension du monde. Donc, je l'ai expliqué comme ça. Le cerveau est une architecture, toute une architecture, on est structuré par les lois physiques du monde, et tout s'articule en fonction des forces et des lois physiques du monde. On ne peut pas sortir du cadre physique. Et ainsi, l'homme, par rapport aux autres animaux, vous savez, les animaux peuvent être gentils ou méchants, rancuniers ou pas, mais ils ont une seule personnalité la plupart du temps, alors que l'homme est capable d'en créer plusieurs, et par le langage, de stocker une multitude d'individus qui sortent comme des jokers dans des situations qui, normalement, leur permettent de survivre. C'est-à-dire qu'ils vont être John Wayne. John Wayne, c'était un acteur qui jouait les cow-boys pour aller défendre une fille quand c'est un garçon qui se fait attaquer dans la rue. Ils peuvent des fois vouloir la femme du voisin, donc devenir le méchant. Ils peuvent créer des personnages, des bons, des gentils. Vous savez, je dis tout le temps, quand votre voisine est là, elle vous fait de l'œil et elle a un copain, et vous dites « Ah, est-ce que je vais sortir avec elle ?» Alors, tu as le gentil qui dit « Non, tu vas détruire le groupe. C'est pas bon, Frédéric. » Alors, je dis « Frédéric, parce que je me parle à moi-même. On a toute notre petite voix interne. On crée des personnages. C'est pas bien de faire ça. Tu vas détruire le groupe. Notre éducation, on est le bon, on est le bon, on est aussi le méchant. Comme disait Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, c'est l'homme. Mais on discute dans notre tête et il dit ah non, tu ne peux pas, tu vas détruire le groupe, c'est pas bien, c'est pas moral. Et l'autre va dire écoute, mon gars, dans la vie, on n'a qu'une vie, son pote, on s'emmerde, elle est belle, tu lui prends, ça se trouve c'est un connard et tu lui fais un gosse ou tu la baises. On a le bon, on a le méchant. Le méchant voyant aussi ses intérêts des fois, et le bon voyant les intérêts du groupe des fois, et pas l'intérêt et pas son intérêt personnel. L'ange et le démon, toujours. Alors ça, c'est les deux gros principaux, mais en réalité, on est construit d'une multitude de personnages. On veut ressembler à son père ou à sa mère ou à des héros. Je veux être comme De Gaulle, je veux être comme Clovis, je veux être comme tel youtubeur célèbre. Ouais. On se crée des personnages. Donc on a cette capacité par le langage à créer des personnages, et même des personnages qui discutent dans notre tête, et d'autres qu'on va sortir comme des jokers. C'est pour ça que des fois, on a des problèmes de pluripersonnalité avec ce qu'on appelle dans le langage courant, mais pas en psychiatrie, la schizophrénie. Mais la schizophrénie, c'est pas tout à fait, mais on va dire qu'au cinéma, le schizophrène, celui qui a deux personnalités, vous savez, c'est un peu Fight Club, il se crée un individu pour pouvoir agir parce que il est complètement brimé dans sa vie, donc il se crée un individu et il finit par devenir. C'est un peu ce que disait Oro derrière, notre ami Sisiazike, quand on lui posait la question, mais comment avez-vous fait pour être l'homme que vous êtes? Il a dit au début, beaucoup de comédie, et après de moins en moins, un peu comme les enfants. L'enfant apprend, et l'enfant veut ressembler à ses parents, il joue la comédie du héros, du pilote d'avion, pour les garçons, ou de la princesse pour la petite fille, ou des fois la petite fille veut être pilote d'avion aussi, ça arrive, bien sûr, et donc il joue la comédie, et après il peut le devenir s'il a assez d'énergie, donc on crée des personnages et on les devient, on s'invente des personnages, et on fait même des personnages qui discutent entre eux dans notre tête, et ça, c'est donné par le langage et les compressions de données en mots qui font l'homme, mais qui font aussi la fragilité du cerveau humain. Et c'est par ce langage que des sélections génétiques ont été faites et qu'à ce moment-là, les gènes, des gènes entraînant des proliférations de neurones, donc neuronales, dans notre cortex, donc c'est lourd normalement à porter, ça consomme beaucoup d'énergie, les neurones, sont enfin utilisés pour grossir ce cerveau qui devient enfin utile et qui est totalement inutile si tu ne possèdes pas de notion de temps et de données comprimées en mots, de données sensorielles, émotionnelles, conceptuelles, comprimées en mots. C'est qu'à partir de ce moment-là que l'explosion en volume du cerveau peut arriver. Donc c'est ça qui a fait l'homme principalement, c'est ça qui nous a permis de communiquer, et ce langage est quelque chose qui est aussi fabuleux puisqu'il permet un enseignement de choses passées,
non pas par l'exemple, mais par le langage, et vous allez visualiser ce que dit l'autre. C'est un moyen de communication où on visualise des sons, on visualise des sons, on visualise des histoires, comme disait Harari. Mais la cause du fonctionnement, je l'ai expliqué, c'est la bipédie, l'entrée en savane et le pointage, tout simplement. Et ce qui est marrant à voir dans toutes ces histoires, c'est que quand vous pointez l'espèce humaine est une espèce droitière. Alors comme je l'ai expliqué, c'est une espèce droitière, c'est un avantage évolutif puisque ça permet, alors il y a une petite partie de gauchers, ce sont souvent des droitiers contrariés, contrairement à ce qu'on pense, mais il ne faut pas les décontrarier puisque les connexions neuronales correspondant à la gauche, le cerveau est très maniable, ont été faites. Donc le fait d'être droitier, ça veut dire qu'on avait une main directrice qui permet dans les relations sociales plus facilement de communiquer, passer un objet d'une main gauche à une main droite, d'une main droite à une main gauche, c'est très difficile, et quand on sait qu'il y a tout le monde est droitier, tout le monde instinctivement prend à droite et ça va beaucoup plus vite, ça évite des problèmes, ça fait gagner un temps fou et ça évite des accidents aussi. Mais les gauchers peuvent aussi tirer leur avantage au tennis par exemple ou dans les bastons. Il y a un avantage aussi à être gaucher. Voilà. Mais être gaucher, ce qui est intéressant, c'est qu'on indiquait avec la main droite, on indiquait où on allait, c'était la main de la communication. Et c'est pour ça que la main droite, c'est la main de la communication. C'est pour ça que l'air de Broca est à gauche, c'est un air du cerveau. Alors on n'est pas que pour le langage à gauche, c'est assez réparti, mais on a des airs bien particuliers, et particulièrement l'air de Broca, qui génère plus chez les hommes que chez les femmes une aphasie en cas d'accident grave. Alors c'est assez réparti, il y a de plus en plus d'imagerie médicale qui sont sur des individus en mouvement. On commence à comprendre ça d'une façon beaucoup plus précise, mais on sait que le langage est en partie, une grande partie du langage est en partie à droite. Alors pas tout, bien sûr, et ça varie d'un individu à l'autre, comme je le dis tout le temps, et en plus c'est très très variable. Par exemple, les femmes sont en général plus réparties des deux, mais il reste quand même des grosses bases. Et si c'est à gauche, l'air de Broca, c'est que vous êtes droitier et qu'on indiquait des notions de temps, donc on communiquait avec la main droite les notions de temps qui sont quand même très importantes. Je vais, je viens dans notre espèce. C'était la main de la communication. Et c'est pour ça que l'air de Broca correspond en vérité à des zones droitières d'indication temporelle. Et quand vous enlevez la main, vous restez avec cet air d'indication. Et il y a de fortes chances qu'une partie des neurones pour la reconnaissance temporelle se trouve en partie à droite, bien sûr, à gauche du cerveau. Alors pas que, parce qu'elle se trouve partout, mais c'est très intéressant de comprendre que c'est lié. Indication spatiale, langage, côté droit. Puisque on a souvent des accidents, aphasie, on ne parle plus, on n'arrive pas à aphasie, c'est ça, on n'arrive plus à parler. Quand les gens ont un accident, une rupture, ou un problème de destruction des neurones, une rupture d'une petite artère autour, ça pose des problèmes. Voilà. Donc c'est intéressant de comprendre tout ça, de comprendre que c'est le langage et c'est l'indication spatiale de la main droite, à cause de la bipédie qui a permis à l'homme de devenir cet être si phénoménal. L'homme, c'est le langage, et le langage avec des notions de temps. Et dans toutes les religions, vous apercevez que c'est ça. Moïse, face à Dieu, quand il demande à Dieu, qui est représenté par un buisson ardent, symbolique, un langage très primitif de pasteur de l'époque. Plus on remonte dans le temps, plus moins le langage est complexe en vocabulaire, mais plus il est poétique et imagé. On jongle avec des images parce qu'on n'a pas un vocabulaire assez riche. Donc quand il se trouve en face de Dieu, il demande qui es-tu, il dit je suis celui qui est, c'est-à-dire le verbe, la capacité de parler. Et comme je dis tout le temps, quand Mohamed, l'ange Gabriel, qui est l'interface entre lui et Dieu, c'est symbolique bien sûr, il demande il demande rien, c'est Dieu qui lui dit, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, écrit, c'est-à-dire le langage, c'est-à-dire l'écriture est une codification d'un langage sonore, bien sûr, à part chez les Asiatiques où c'est une codification de concepts. Alors un peu de son aussi, mais de concepts et des idéogrammes. C'est un peu différent encore, ça génère des hommes encore différents. Mais à la base, on a tous ce langage sonore, bien sûr. C'est les idéogrammes qui correspondent à des mots et non à des choses et non à des sons. Ce qui permet de communiquer, de pouvoir écrire si on parle des langues différentes. C'est un avantage aussi. Donc c'est très intéressant de comprendre que l'homme, c'est le langage et que le langage
est inhérent à la bipédie, à la savane et à la libération des mains. Donc c'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui nous a permis d'être ce que nous sommes, de parler. C'est vous qui m'écoutez actuellement en face de moi. Et quand on parle, un homme, par ce langage, un animal, quand il enseigne, il ne peut enseigner que par l'exemple, alors qu'un homme peut enseigner uniquement par la parole. C'est-à-dire que une maman chien, une maman chat montrera à un petit chien comment il faut faire en lui montrant l'exemple de ce qu'il fait. Nous, les hommes, nous pouvons éduquer des enfants par la parole et nous pouvons aussi éduquer des peuples et organiser des peuples uniquement par le verbe. Des hommes politiques peuvent faire des discours en disant « c'est notre projet ». Ça se fait et des millions de personnes vont écouter « nous allons faire la réforme des retraites ». Bon, ça actuellement, c'est demain, je pense. C'est ça. Mais par la parole, nous enseignons par la parole, ce qui est un gain de temps énorme, on n'a pas besoin de le montrer, et en plus, on peut enseigner à des millions de personnes. Un homme parle devant des millions de personnes et enseigne à des millions de personnes, ce qui est aussi un gain d'énergie, mais qui permet une sacrée manipulation. Donc c'est toujours intéressant de voir comment l'on fonctionne. C'est formidable, ce cerveau humain est fabuleux. Ce cerveau humain, c'est le langage, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié, je pourrais parler des heures là-dessus, expliquer la complexité. Tiens, on peut parler de religion, en rajouter un petit coup. Ce langage humain, avec ses notions de temps, c'est ce qui a donné aussi la religiosité à l'homme et la spiritualité. Pourquoi ? Parce que le fait de pouvoir parler du futur et du passé, c'est-à-dire je vais faire ci ou j'ai fait ça, permet à l'esprit de se projeter par le verbe dans un futur hypothétique ou en d'autres lieux, ou dans un passé, donc en d'autres lieux et d'autres temps. Donc de concevoir l'esprit sans le corps, donc de concevoir l'esprit. Donc le verbe entraîne la religiosité, c'est-à-dire la capacité de concevoir l'esprit, il entraîne la spiritualité. Parler, dire je suis, j'étais, je serai, entraîne les notions de temps, entraîne d'office la spiritualité et la religiosité. Alors au début, ce sont les esprits des morts, puisque se rassurer en se disant, parce qu'on arrive à concevoir par le verbe qu'on se trouve ailleurs, de l'autre côté de la colline, en parlant, on arrive à communiquer là-dessus, donc on arrive à communiquer en disant je vais aller là-bas ou j'étais là-bas, donc se percevoir sans le corps, d'autres lieux et d'autres temps, donc de concevoir l'esprit sans le corps, ça permet de se dire mais si je meurs, après la corruption des chairs, la destruction de ce que j'étais, peut-être que cet esprit que je projette par le verbe, en d'autres lieux et d'autres temps, restera, et on se rassure, puisqu'en fin de compte, le verbe, c'est quand même la boîte de Pandore. Vous ouvrez ce savoir, et vous vous retrouvez avec cette angoisse de l'avenir, puisque le fait d'être capable de se projeter dans le futur, c'est la perte du paradis artificiel. Vous n'êtes plus dans l'ici et maintenant, vous vous concevez dans le passé, dans le futur, mais dans le futur, vous pouvez concevoir la mort, votre mort, donc la finitude, le fait de ne plus exister. Devant le vertige de la finitude, il n'y a rien de plus rassurant que se dire que l'esprit que l'on projette par le verbe peut rester. Et c'est ainsi que naissent les esprits des morts, les esprits de la nature, les esprits des animaux qu'on va tuer, les esprits des montagnes, les esprits des choses, et après l'esprit créateur de toutes choses, puisqu'on s'interroge, si on est capable de se projeter dans le futur, on peut se projeter dans le passé, et on va se projeter devant la grande question, c'est pourquoi je suis et d'où viens-je. Et là, grande question, et devant cette vertigineuse question où nous ne trouvons pas de réponse, on va trouver l'esprit créateur, celui que l'on projette, et on va créer un Dieu à notre image, un Dieu qui crée, comme nous créons, un Dieu qui pense comme nous pensons, mais au-dessus de nous, un Dieu en dehors de nous. Et c'est comme ça que naissent les religions, d'abord les esprits, ensuite les divinités, et ensuite Dieu, le Dieu ultime, créateur de toutes choses, le Dieu unique, d'abord un Dieu extérieur à l'homme, et ensuite un Dieu qui revient
en l'homme pour être plus près de lui que sa veine jugulaire, et ça c'est pour les musulmans, ou accueillir en Dieu, en l'homme, Dieu, c'est-à-dire accueillir la conscience. En fin de compte, ce verbe nous permet de nous interroger sur le monde et nous permet de comprendre que nous sommes la conscience du monde, c'est-à-dire la conscience de l'univers en l'homme, tout simplement. Ce questionnement donné par le verbe et les notions de temps et les mots nous permet de comprendre que en nous tous, c'est le monde qui pense, puisque nous ne sommes que des réflexes conditionnés, nous ne sommes que des hérités de nos ancêtres par notre code génétique, par notre génome. Nous sommes des réflexes conditionnés, plus notre confrontation à la vie et notre éducation, qui crée aussi des réflexes conditionnés pour nous habituer à ce monde qui change, bien sûr. Donc, nos pensées ne surviennent, comme on le dit toujours, sans que nous en contrôlions leur venue. Donc, nous sommes quelque part prédestinés, mektoub. Mais, ceci dit, même si nous ne contrôlons pas la venue de nos pensées, nous pensons et nous pouvons nous interroger sur qui nous sommes, et nous concevons à ce moment-là que nous sommes pensées du monde en l'homme, puisque l'homme, c'est le monde, fait partie du monde, nous sommes le récepteur de tout ce monde, et nous ne pensons qu'en fonction de ce que nous recevons du monde par nos sens, tout simplement, et nos pensées surviennent automatiquement. Nous sommes donc la pensée du monde ou de Dieu en l'homme, mais en chaque homme, cette pensée, donnée par le verbe et notion de temps, est une pensée qui est d'un lieu et d'un temps différent pour chaque homme. Chaque individu vit dans un espace différent, et nous, si nous vivons ensemble, vous qui m'écoutez la plupart du temps, quand je serai mort, certains écouteront cette vidéo et m'écouteront d'un autre temps où je ne serai plus. Donc, mais c'est toujours le même Dieu ou le même monde qui pense en nous tous. Donc aimons-nous les uns les autres, puisque c'est toujours le même monde ou le même Dieu qui fait l'expérience de la vie en chacun de nous. Aime ton prochain comme toi-même, comme disait le Christ. Et comme les musulmans disent, il faut vivre pour servir et aimer Dieu. On est là pour servir et aimer Dieu, et on ne peut servir et aimer Dieu totalement qu'en servant et en aimant les hommes, c'est-à-dire en servant Dieu, tout simplement, plus près de toi que ta veine jugulaire. Donc, être religieux, la religion est unie, et c'est le verbe qui a fait tout ça. Alors bon, j'ai pas pris de champignons hallucinogènes, mais ça a sûrement aidé certaines personnes à se déconnecter un peu de cette réalité, de cette éducation sclérosante, qui a été utile et qui des fois, il est bon de briser. Alors, il ne faut pas le faire d'une façon volontaire, il faut attendre que le monde te brise pour pouvoir repartir en général. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour t'expliquer que la plus grande découverte scientifique de tous les temps en sociologie et en évolution, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait par hasard, donc comme je dis tout le temps, je ne dois rien à moi-même, puisque je suis des réactions automatiques, je dois tout à Dieu. Et être conscient de sa grandeur, c'est être conscient de la grandeur de Dieu en soi. Voilà, tout simplement, et vous êtes tous formidables, et en chacun de vous, si vous prenez conscience de vous, vous avez Dieu ou l'Esprit Saint qui est en vous, tout simplement. Voilà, nous sommes éternels en Dieu. Voilà. Voilà. Et ce qui fait l'homme, c'est le langage. Voilà, tout simplement. Et s'il y avait des extraterrestres, même si maintenant ils n'ont plus une forme humaine, pour avoir cette conscience, ils auraient dû passer par cette phase humaine, c'est-à-dire le point oméga de l'évolution du vivant, c'est-à-dire celui qui mène à la conscience et à la capacité de dire je suis, j'étais et je serai. C'est ça qui fait l'homme ici sur Terre, ou dans toutes les galaxies, même si cette conscience peut être un jour intégrée dans des machines, ou être recréée par de l'ingénierie biologique, et créer à ce moment-là dans le génie génétique de nouveaux êtres et de nouvelles choses qui pourront accueillir la conscience, qui plus tard à n'être que conscience énergétique. De toute façon, tout est énergie, le monde est énergie. Il n'y a qu'une seule chose, en fin de compte, dans ce monde, c'est l'énergie,
et la conscience, l'un générant l'autre, bien sûr. L'énergie étant peut-être une illusion de la conscience. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre. Normalement, j'ai le prix Nobel. Eh oui, les chevilles enflent, non pas du tout, c'est que je suis surtout objectif. Mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre qui nous sommes. Alors bien sûr, il y a d'autres moyens d'accélérer, qui ont accéléré le développement humain, comme la cuisson, comme la fabrication d'outils d'une façon technologique. Hein, il y a plein de choses qui ont facilité notre développement. Mais la principale cause du développement de l'homme, c'est l'apparition justement de ces notions de temps, et c'est directement lié à notre structure physique et à notre architecture bipède dans un milieu bien particulier qu'on appelle la savane, où on peut voir au loin et indiquer où l'on va, où l'on vient. Voilà, et dans un milieu dangereux aussi, hein, où la pression sur ces petits êtres était très importante, était intense, et où il fallait survivre à tout prix, et le langage nous a permis de survivre. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.